Comment mettre la production de connaissances au service de l'intérêt général et écologique. Et donc, pour répondre à cette question, il y a Alexandre Monin. Donc, je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Alexandre Monin, je suis philosophe, mais j'ai travaillé dans des lieux un petit peu particuliers. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine du numérique. J'ai notamment été 3 ans chercheur à Sophia Antipolis chez INRIA. INRIA, c'est le grand centre de recherche publique dédié aux sciences du numérique, intégralement. J'en ai démissionné, donc je ne suis pas déserteur, mais je suis démissionnaire, comme je dis habituellement. Et depuis 6 ans, je travaille dans une école de management qui est à Clermont-Ferrand. Je dirige une formation qui est à Lyon, et je vis dans le sud-est, donc c'est un peu une géographie complexe, et qui est dévolue aux enjeux de la redirection écologique, qui est un peu le programme autour des enjeux environnementaux qu'on a monté avec 2 collègues, Emmanuel Bonnet et Diego Landivard. Donc j'ai une expérience de lieux et puis d'autres lieux de recherche un petit peu particulière, puisque ce ne sont pas forcément des lieux habituels où on travaille lorsqu'on est philosophe. Voilà. Et donc le deuxième intervenant, donc c'est moi, Jérôme Santolini. Alors je suis ce qu'on appelle un scientifique engagé, et en colère, et rebelle, et tous les qualificatifs qu'on pourrait imaginer. J'ai commencé à m'engager sur la question des impacts sanitaires du plastique dans la restauration scolaire, puis dans le cadre des additifs nitrés dans la charcuterie. Vous avez peut-être entendu parler de toutes ces petites aventures. Et je suis membre de 2 collectifs, qui est Sciences Citoyennes, qui réfléchit depuis une vingtaine d'années aux relations qu'il y a entre sciences, politique et société. C'est plutôt à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Et je suis aussi un des coordinateurs de Scientifiques en Rébellion, donc qui est un petit peu le pendant de Extinction Rébellion côté scientifique. Voilà. Et justement, peut-être avant de commencer à dialoguer, on se demandait finalement à qui on parlait. Avec qui on allait peut-être échanger tout à l'heure. Et je voulais savoir, si vous pouviez lever la main, qui est scientifique dans cette salle. Alors ça c'est intéressant, on pourra développer ce point, oui bien sûr, qui se sent scientifique on pourrait dire, parce qu'il y a peut-être des scientifiques durs qui ne se sentent pas scientifiques et réciproquement. Ok, donc ça fait une bonne proportion quand même de personnes dans la salle. Et donc on va venir à cette question-là. Comment mettre la production de connaissances au service de l'intérêt général et écologique? Et il y a 2 termes dans cette question. Il y a la production de connaissances. Donc on aimerait parler finalement des savoirs en eux-mêmes. Quels savoirs on souhaite produire? Et puis il y a la question de l'intérêt général, qui est un terme extrêmement vague et polysémique et fourre-tout. Et là aussi, c'est plutôt la question peut-être de l'usage de ces savoirs qu'on essaiera d'aborder. Et si tu me permets, je dirais il y a 3 termes. Il y a production, savoir et intérêt général. On essaiera de couvrir les 3. Voilà. Donc dans ce contexte-là, je voulais juste faire une brève introduction pour cadrer la question elle-même. Pourquoi on pose cette question-là aujourd'hui? Parce qu'en fait, les savoirs façonnent le monde dans lequel on vit. On vit aujourd'hui dans un monde dont on a hérité, avec ses crises, ses enjeux, ses questionnements, ses angoisses, et un monde qui est finalement le résultat de savoirs qui ont été produits dans les décennies qui précèdent. Et aujourd'hui, la recherche que l'on mène, les savoirs qu'on produit, va aussi déterminer le monde que nous habiterons dans les prochaines années. Et comme c'est du coup une question très politique, c'est un enjeu très politique de savoir comment on vit ensemble, où on habite ensemble, cette question est une question politique qui finalement décide des savoirs qu'on produit, pour quels usages et au service de quel intérêt. Voilà. C'est important parce qu'on le mesure peut-être pas suffisamment, mais il y a aujourd'hui tout un pan de science qui n'est pas fait. Il y a tout un pan de science, de savoir, qui sont surproduits. Donc on pourrait considérer qu'il y a dans le monde de la production de connaissances des sciences qui sont surfaites,
pour vendre du hype technologique, par exemple, l'avion à hydrogène, le Human Brain Project, des sciences qui coûtent de très lourds investissements financiers et donc sociaux des différents États. Et puis il y a des sciences qui sont non faites, et généralement c'est des sciences des conséquences, c'est-à-dire des impacts de ces savoirs ou technologies sur nos mondes vécus. Quel est l'impact de telle innovation technologique, que l'on parle de pesticides, de 5G, d'écrans, enfin en gros l'ensemble des technologies que l'on peut développer, mais quel est l'impact aussi des savoirs, des représentations du monde que l'on se fait. Et toutes ces questions-là sont finalement occultées au profit de sciences qui sont alignées en gros avec une vision du monde, celle du progrès, celle du développement technologique, qui a porté nos sociétés durant ces dernières décennies ou centaines d'années. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est arrivé à une espèce de croisement des chemins et que la question de la nature de ces savoirs et donc du monde que l'on souhaite habiter se pose de façon extrêmement brutale. On ne s'y attendait pas, peut-être, à cette vitesse-là et avec cette violence-là. Et elle se pose aussi de façon globale, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés par ces questions-là, et pas simplement les scientifiques, mais l'ensemble des gens qui habitent sur ce même espace qu'est la planète. Donc on pourrait peut-être commencer par la notion des savoirs et de la notion de la production des savoirs, et potentiellement il faut préciser peut-être comment on produit un savoir aujourd'hui, qui produit les savoirs, dans quel contexte, dans quelles normes, avec quelles pratiques. Oui, effectivement, si on pose la question des savoirs, c'est aussi poser la question, et de leur production, c'est aussi poser la question des institutions, finalement, qui sont aujourd'hui productrices de ces savoirs. La recherche publique, il y a d'autres institutions, hein, il y a de la recherche, de la R&D dans les entreprises et ailleurs. Ce qui peut être intéressant, effectivement, même s'il y a une proportion importante de personnes dans la salle qui sont chercheuses et chercheurs, c'est de parler un petit peu concrètement aussi des modalités de production du savoir, et qui sont des modalités, je dirais aujourd'hui, en incitant peut-être pour commencer sur l'aspect production, avant même de parler de l'aspect savoir, qui, on peut le dire, je pense, et si vraiment vous trouvez ça scandaleux, vous me lancerez des tomates ou vous hurlerez dans la salle, mais qui échappe de plus en plus aux chercheuses et aux chercheurs. Et quand un travailleur, alors je vais parler, et j'en suis désolé, peut-être ça choquera des personnes, mais je vais faire un portrait du chercheur ou de la chercheuse en travailleur et travailleuse aujourd'hui. Et quand un travailleur, son outil de travail lui échappe, on parle d'un processus de prolétarisation. C'était Bernard Stiegler qui parlait beaucoup de prolétarisation. C'est un terme qui existait aussi chez Marx. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que, de façon assez globale, les chercheuses et les chercheurs sont pris et prises dans des processus de prolétarisation quand même très avancés. Et en témoigne le fait que de moins en moins, ce sont les chercheurs et les chercheuses qui décident de leur objet de recherche ou qui contrôlent, on va dire, ou orientent les financements qui vont nourrir, alimenter cette recherche-là. Je peux donner une anecdote pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de cette question, et puis on pourra dérouler un petit peu cet enjeu-là. Mais j'avais participé, donc quand j'étais chercheur chez INRIA il y a quelques années, j'avais participé à un programme un petit peu parallèle qui s'intitulait Transition au carré, déjà à l'époque, et c'était sur transition écologique et transition environnementale. Et l'idée, c'était de penser un petit peu les deux ensemble. Et à un moment donné, on s'était retrouvé avec des collègues et certains travaillaient par exemple sur la Smart City. Je ne sais pas si la Smart City, ça évoque des choses ici à tout le monde, mais la Smart City, c'est l'idée d'avoir une ville intelligente dans laquelle on met beaucoup de capteurs pour la gérer entre guillemets intelligemment, optimiser sa gestion, optimiser les flux d'énergie, les flux de personnes, etc., etc. Pouvoir disposer de données qui sont générées par ces capteurs afin justement de prendre des décisions en matière de gestion de la ville qui soient des décisions un petit peu au cordeau. Et j'avais posé la question aux personnes qui étaient là, qui travaillaient sur la Smart City, pour illustrer un petit peu cette question de la prolétarisation. J'avais dit, mais parmi nous, et je me comptais dans le lot, parce que moi je travaillais, j'étais chercheur chez INRIA à l'époque, etc. Donc j'étais pas en surplomb parce que étant dans les humanités, en philosophie, etc.
Je fais ma thèse sur l'architecture et la philosophie du web, donc je trempe aussi dans ces questions de numérique. Je ne suis pas extérieur à ça. Et c'est assez amusant d'ailleurs, ces questions. Et j'avais dit, mais qui parmi nous sait pourquoi il ou elle travaille sur la Smart City? Et personne n'avait levé la main. Ce qui est assez génial quand même comme réponse, c'est-à-dire que ça montrait bien que c'était des programmes de recherche proposés par des industriels et relayés par les organismes de financement de la recherche, mais personne s'est levé un matin en se disant bah oui, moi aujourd'hui j'ai fait de l'informatique pour travailler sur la Smart City. Je pense que d'ailleurs il n'y a aucun parcours de chercheur là-dessus, ou alors c'est un chercheur qui a vraiment des ambitions managériales. Il y a des cursus Smart City dans les facs peut-être? Ah ben oui, tout à fait. À la fac de Nice Sophie Antipolis, où j'étais intégré, puisque j'étais dans le centre de recherche d'INEA Sophie Antipolis, avait été créée une chaire philosophie de la Smart City, qui je crois fait le bonheur du département de philosophie local, qui était très très ravi de cet affichage. Si je peux juste rebondir là-dessus, il n'y a pas que les chercheurs finalement qui ne savent pas pourquoi ils développent ces recherches-là et quelle est la finalité de leur travail. En fait, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des financements de la recherche publique, qui correspond quand même à une part importante de la recherche et une part aussi non négligeable du PIB de la France, personne ne sait. C'est-à-dire qu'on n'a aucun indicateur aujourd'hui qui puisse décrire l'utilisation de l'argent de la recherche publique. Pourquoi c'est fait? Est-ce que c'est pour développer l'agriculture, l'avion à hydrogène, les aspects militaires, etc. En fait, aujourd'hui, l'État n'est pas capable de savoir lui-même, alors il n'est pas capable de nous le dire, mais il n'est pas capable de connaître exactement quel type de recherche il finance. Donc en fait, c'est devenu une espèce de boîte noire avec énormément de guichets, et l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, n'a rien simplifié, a rajouté juste une couche supplémentaire sur les modalités de financement. Et donc c'est une espèce de jungle, on va dire, économique et financière, dans laquelle les chercheurs se débattent pour essayer de continuer à trouver des financements pour faire leur recherche. Alors disons quand même, pour être juste mais dur vis-à-vis de notre communauté, qu'il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui se débattent par rapport effectivement à cette jungle de l'ANR, mais que historiquement, je crois que le monde de la recherche n'a pas eu besoin de faire intervenir des cabinets de consulting comme McKinsey pour se suicider, mais que ce sont en partie des chercheurs et des chercheuses ambitieux et ambitieuses qui ont participé quand même à son démantèlement. Ouais, alors je suis absolument d'accord, parce que Alexandre une fois a dit que et je pense que ça fera réagir des personnes dans la salle, que le chercheur était l'illustration parfaite de l'agent néolibéral. Et effectivement, on pourra en discuter tout à l'heure, mais on se trouve dans un milieu où c'est un milieu très compétitif, même si c'est une coopétition, comme le veulent les penseurs de l'Union européenne. Mais c'est un monde où effectivement les ressources sont donc c'est un monde darwinien, on pourrait dire, comme Antoine Petit, où les ressources sont rares et où effectivement c'est entre guillemets les meilleurs qui vont gagner. Et ça laisse énormément de personnes sur le carreau. Plus ou moins volontaires, effectivement, il y a des personnes qui portent et qui accompagnent ce mouvement. Alors, on appelle cette évolution l'économie de la connaissance, en fait. C'est pas historiquement comme ça. Ça démarre dans la fin des années 80 en Europe, en tout cas, et ça met en place un système de financement et d'orientation et de programmation de la recherche qui est, du coup, non plus géré de l'intérieur de la communauté scientifique, mais de l'extérieur, par des officines. L'ANR est une officine qui sont pilotées par des scientifiques. Alors, monsieur posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un scientifique. Ces personnes pensent être ces managers de la recherche, ces petits hommes gris, comme les appelle Bruno de Rogue ESR, se pensent comme scientifiques aussi. Ils se pensent comme faisant partie de cette aventure scientifique. Donc, il y a effectivement une espèce de complexité, d'opacité de la programmation de la recherche, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Vous lisez un programme d'Horizon Europe, qui est le mécanisme de financement de la recherche à l'échelon européen, qui n'est pas négligeable en termes de masse d'argent de financement distribué. L'écriture est faite par des espèces de nègres, entre guillemets, enfin nègres au sens voilà,
dans des cabinets, des managers, voilà, et on ne sait absolument pas d'où ça vient. Et qui écrit et d'où ça sort. Alors effectivement, ça laisse la prise à énormément de lobbying et d'influence. Et je voulais juste rajouter un deuxième point par rapport à ça, c'est que de plus en plus, comme il y a quand même une diminution de la recherche du financement de recherche publique, qui sont compensés, ou en tout cas auxquels se substituent des financements par le privé, qui fait que là aussi, les chercheurs sont d'une certaine manière mis au service d'un intérêt qui n'est pas nécessairement celui de l'intérêt général, mais qui est plutôt celui d'intérêt particulier. Peut-être pour rebondir là-dessus et dire deux mots rapidement de l'ANR, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un idéal dans la recherche, qui est un idéal qui est encore très présent, qui peut d'ailleurs entrer en conflit avec les enjeux environnementaux, qui est un idéal d'autonomie. C'est-à-dire je choisis mon propre sujet de recherche, j'ai ma liberté académique, j'ai ma liberté en tant que chercheuse ou que chercheur, et cet idéal-là, il pèse encore très très fort, et dans certains cas, il peut même induire une sorte de méfiance vis-à-vis des injonctions à porter plus fortement les enjeux environnementaux, à dire est-ce que ma discipline finalement produit des choses qui sont pertinentes dans le monde de demain, est-ce que les savoirs que je produis sont les savoirs dont on a besoin demain, et c'est comme s'il y avait une espèce d'empiètement hétéronome de l'extérieur qui venait limiter cette recherche. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a une sorte d'attachement extrêmement fort à cette idée, mais très fantasmée d'autonomie, au moment où le chercheur ou la chercheuse n'a jamais été aussi hétéronome, mais c'est presque une sorte de mauvaise foi sartriano, c'est une sorte de manière d'embrasser un idéal d'autonomie au moment même où celui-ci s'est réduit à peau de chagrin, et on en est d'autant plus attaché, et donc les injonctions venues de l'extérieur sont parfois très mal reçues. Et pourquoi effectivement il y a une hétéronomie très grande? Parce que effectivement ce sont des agences comme l'ANR, en lien avec les industriels ou autres, qui déterminent de manière effectivement pas spécialement ouverte, démocratique, transparente, etc., les sujets qui vont être les sujets de recherche, parce que les équipes, les laboratoires, on appelle ça différemment selon les institutions, finalement ne reçoivent plus tellement des moyens pour fonctionner et choisir leur propre programme, leur propre projet, mais qu'il y a des agences centralisées, et il faut donc que des chercheurs et des chercheuses répondent à ces projets-là, et là-dessus il y a une toute petite minorité qui va être financée. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une minorité de chercheurs qui répond aux appels parce qu'on sait que le taux de réponse est très faible, et que sur cette minorité qui répond, il y a aussi un taux de financement qui est lui-même relativement faible. Il doit être de l'ordre officiellement, je pense, de 10%. À mon avis, c'est des chiffres truqués, mais ça, c'est pas très grave. Et là-dessus, le point qui est aussi... je suis court-circuiteur à surface de réparation. Hétéronomie, l'ANR. Oui, le point qui est important aussi à comprendre, c'est que par rapport à ce que tu disais, effectivement, je présente souvent le chercheur, la chercheuse comme un agent néolibéral idéal, parce qu'avant, ce qui était de l'ordre de la collégialité, c'est-à-dire déterminer les sujets de recherche, la gouvernance, etc., aujourd'hui a pu être détricoté aussi parce qu'il y a une forte individualisation de la recherche, et qu'il y a une difficulté à peser collectivement dans un milieu où les carrières se décident sur un mode ultra-individualiste, où finalement on est évalué aussi de plus en plus individuellement à travers ses publications, sa renommée, son index scientifique, etc., etc. Donc il y a un enjeu à cumuler comme ça du crédit individuel pour sortir du lot, dans un monde effectivement extrêmement darwinien de ce point de vue-là. Et même du point de vue de la recherche, pour dire qu'il y a une espèce d'économie du crédit qui s'y développe, hein, c'est un terme, je retrouverai le nom du philosophe qui parle de ça, je retrouve dans un instant, mais il y a un livre qui parle de ça, Le temps des investis, de Michel Fer. Et ce que décrit Michel Fer dans le monde de la finance, je trouve, s'applique parfaitement au monde de la recherche, ce qui va nous amener à nous poser un certain nombre de questions, un monde comme ça très spéculatif, où finalement ce qui importe, c'est d'accumuler du crédit. C'est pas forcément d'accumuler du capital, c'est d'accumuler du crédit, et le crédit, on le reçoit au sens où on est un bon investi, c'est-à-dire qu'on a eu raison d'investir en vous. Et ça veut dire que si par exemple on a décroché un projet à l'ANR, eh bien on a nettement plus de chances la fois suivante de décrocher un projet, puisqu'on a le crédit qui découle du fait d'avoir décroché un projet. Et d'ailleurs ça fonctionne de telle manière que dès qu'on a décroché un projet, en général on pense plutôt à
préparer le projet suivant pour ne pas perdre finalement son crédit et le réinvestir. Et le résultat de ce que va donner le projet et le fait de le développer, donc la recherche, c'est l'intendance. C'est juste l'intendance. Et d'ailleurs, on n'est pas évalué là-dessus. On n'est pas évalué, à ma connaissance, sur les livrables, qui seraient des espèces de communs sur lesquels le monde de la recherche capitaliserait dans l'optique justement de l'intérêt général. On est évalué sur le fait d'avoir décroché le projet, ce qui ajoute du crédit, et ce qui la prochaine fois fait effectivement qu'on va pouvoir avoir un nouveau projet. Et je termine là-dessus juste pour dire que c'est aussi un système dans lequel tous les gens qui ne décrochent pas de projet, et donc c'est une majorité écrasante des chercheuses et des chercheurs, peuvent être vus de ce point de vue-là comme étant en échec. Donc des personnes qui sont en échec, des personnes qui sont quasiment surnuméraires, des personnes qui ne sont pas bankable dans le système, et un système qui produit en très très grande majorité de l'échec, des perdants et des personnes surnuméraires, effectivement c'est un système qui est intrinsèquement problématique. Et moi je dis souvent, l'arnaque c'est de présenter l'ANR comme un système de financement de la recherche, alors que l'ANR, très clairement, si on ouvre un tout petit peu les yeux et qu'on est un tout petit peu réflexif sur sa situation, est clairement un projet de définancement de la recherche. Il faut à un moment donné le dire pour ce que c'est. Et pour faire écho à la table ronde à laquelle tu assistais, tu participais à 15h, cette institution dans son mode de fonctionnement actuel pourrait être qualifiée d'institution zombie. Tout à fait. Et d'ailleurs, le 7 novembre prochain, donc mardi prochain, l'ENS de Lyon organise un événement où on va discuter de cette question avec Christophe Bonneuil lors d'une table ronde pour se demander si l'institution globale de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, c'est pas l'ESR, c'est l'ESRI, ce qui est un point tout à fait important. J'ai une toute petite anecdote là-dessus qui concerne Vincent Bontemps, un des organisateurs du festival. Je vais dire dans un instant. Est-ce que ce ne serait pas ce que j'appelle moi un commun négatif ? Et effectivement, dans ce cas-là, la question, ce serait de dire, non pas c'est le lieu où on peut réaliser nos recherches, mais en fait, c'est quelque chose qui nous empêche de travailler, qui nous prolétarise. Et donc, comment on se positionne par rapport à ça ? Est-ce qu'on alimente cette machine ? L'objectif, pas forcément de dire qu'il faut en sortir absolument, mais avoir un autre rapport, effectivement, à cette institution. Et juste pour l'anecdote sur l'innovation, donc le fameux I de ESRI, qui est bien présent depuis quelques années, j'avais été sollicité, donc après ma démission de chez NRIA, pour participer à un MOOC sur les impacts environnementaux du numérique. Comme je suis bonne poire, j'avais dit oui, mais en sachant que ça n'irait peut-être pas à sa fin. Et j'avais sollicité notamment Vincent Bontemps, donc, qui s'occupe ici du festival avec Roland, le HOOC, pour produire une fiche dans ce MOOC sur l'innovation. Et cette fiche commençait, c'était la première phrase, par quelque chose comme « Aujourd'hui, l'innovation est devenue un ressort de la guerre économique que se livrent les pays au niveau mondial ». Ce qui est vrai. Dans la concurrence entre les pays, l'innovation est devenue un levier fort de croissance, de rivalité, etc., de lutte économique entre les pays. Et cette phrase, en fait, a été censurée. Les responsables du MOOC, qui étaient à la fois du côté du ministère, du côté d'INRIA, etc., ont dit on ne peut pas publier cette phrase-là. Sachant que moi j'étais le garant scientifique du MOOC et j'ai dit mais écoutez, Vincent Bontemps il vient de publier un livre qui est sorti cette année sur l'innovation, c'est un spécialiste au niveau scientifique de l'innovation et des gens, en l'occurrence la personne qui avait évalué ça était historien je crois, donc pas un spécialiste de l'innovation, censurait un texte d'un spécialiste sur cette question-là parce que poétiquement c'était un discours qu'il ne pouvait pas assumer. Donc moi j'ai démissionné du MOOC parce que j'ai dit je ne peux pas être une garantie scientifique qui avalise un process de relecture qui n'est pas un process scientifique et un processus tout simplement de censure. Mais j'étais le seul à démissionner. Alors ça montre bien, je voulais revenir justement sur cette question, la question de l'autonomie. Qu'on appelle dans notre langage scientifique les libertés académiques, d'une certaine manière, qui a une histoire, qui a une très longue histoire, une histoire relativement riche et glorieuse, on pourrait dire à certains moments, mais qui aujourd'hui est devenue effectivement une espèce de cache-sexe sur des situations où il y a de moins en moins d'autonomie, comme tu le disais. Et d'une certaine manière, la question de l'autonomie se pose en ce sens où est-ce qu'elle a jamais existé et est-ce qu'elle est souhaitable ?
Donc moi, comme je vous l'ai dit, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Science Citoyenne et qui pense que la science est une chose trop importante pour la laisser au seul scientifique et que d'une certaine manière, cette autonomie n'a pas de sens dans la mesure où les scientifiques ne vivent pas sur la planète Mars avec des ressources illimitées et dans une forme d'otium, d'oisiveté totale où il n'aurait que cette vie de scientifique et il n'y aurait pas d'autre monde que le monde scientifique. Non, ce sont des êtres de chair et de sang et l'aventure scientifique est une aventure sociale, culturelle, en prise avec le monde et aujourd'hui qui touche aussi ses limites planétaires. Donc il n'y a jamais eu d'autonomie. Et le fait qu'il n'y ait jamais eu d'autonomie et qu'en même temps on l'ait revendiqué pendant autant d'années a laissé une espèce d'espace obscur, opaque, dans lequel toutes les manipulations étaient possibles. Et donc aujourd'hui, le fait en tout cas pour Science Citoyenne, de revendiquer la fin de cette autonomie, ou en tout cas de demander l'atterrissage des scientifiques sur Terre, est une façon de clarifier la situation et le rapport au monde de la science, dans toutes ses dimensions, savoir, dispositifs et scientifiques eux-mêmes, et de faire en sorte que ça soit une aventure collective pour le coup, où on remette de la collégialité, qu'on reconstruise une collégialité scientifique, mais à l'intérieur d'un monde, dans une dépendance choisie, comme le disait une des personnes lors de la précédente table ronde. On peut choisir d'être dépendant, on peut choisir de dépendre de l'intérêt général ou d'un gouvernement ou de Total Énergie. On a le choix et on peut choisir d'une certaine manière avec qui et pour qui on veut produire des connaissances. Et c'est une question aujourd'hui qui est complètement escamotée par les scientifiques parce qu'ils pensent que c'est naturellement comme ça. Et que parce qu'on est autonome, que cette question ne se pose pas. Alors qu'en fait, elle n'a jamais été aussi posée. Oui, je parlais de fausse conscience tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une sorte de, comme je disais tout à l'heure, hein, on est d'autant plus accroché à cette notion d'autonomie qu'elle est perdue et que voir cette situation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on n'est plus autonome, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs, parce qu'au nom de l'autonomie, comme tu l'indiquais, beaucoup de choses très négatives. L'autonomie des universités, c'est pas forcément une bonne, une bonne chose. L'autonomie, c'est vraiment l'arme de ceux qui, moi je dis souvent, c'est l'arme de ceux qui se frappent eux-mêmes. Car défendre l'autonomie, ça se fait à son détriment in fine. Donc il faut vraiment se poser la question de savoir si on le fait. C'est pas forcément bon, comme tu l'as mentionné, parce qu'on est toujours plus ou moins hétéronome, mais la question c'est celle des liens qu'on se choisit et d'arriver aussi à les articuler, à les présenter. Et puis je pense qu'il y a eu une sorte de... Moi je l'ai vraiment vécu comme ça quand j'étais dans ces milieux de la recherche. Moi, je suis en philosophie, mais j'ai travaillé dans les milieux de la recherche en informatique. Et donc, ça veut dire que j'ai connu un contexte de recherche luxueux. C'est-à-dire, ce n'est pas les sciences humaines, ce n'est pas les mêmes circuits de financement, ce ne sont pas les mêmes sommes. Ça n'a rien à voir. C'est presque deux mondes complètement différents. Ce sont des mondes. En plus, mon institution à l'époque, INRIA, dépendait à la fois du ministère de l'Esri et du ministère de l'Industrie. Donc on n'est pas du tout dans une expérience classique des chercheurs des sciences humaines. Moi j'allais dire c'est deux pratiques très différentes quand même de la recherche, en termes de moyens en tout cas, en termes d'investissement public, etc. etc. Et j'ai oublié ce que je vais dire. Je me suis encore auto coupé dans la surface de réparation. Ça va peut-être revenir. En attendant, moi, je vais répondre à la question parce qu'on nous a posé une question. Hein, ah bon et j'ai des propositions à vous soumettre, alors que j'ai pas inventé et qui viennent, comme je le disais, d'une réflexion de plusieurs années, dizaines d'années de ce collectif qui a innové pour le coup, innové socialement et qui a des propositions. Donc, Science Citoyenne a depuis une vingtaine d'années développé le concept de convention de citoyens. Avant la Convention citoyenne sur le climat, avec Calon, et voilà, de façon à pouvoir régler plutôt des controverses sociotechniques, c'est-à-dire orienter des choix sur le développement ou non de certaines techniques, la 5G, voilà par exemple, sous une forme où la convention pouvait être couplée à une forme aussi de délibération politique, c'est-à-dire que c'était pas juste un avis.
un avis informé, éclairé, une enquête, comme tu l'as présenté tout à l'heure, mais que ça avait nécessairement des implications aussi politiques. Et donc ça, c'est une forme effectivement de réappropriation des savoirs par les citoyens, si on peut les appeler comme ça, par des gens qui sont concernés en particulier par les questions qui sont posées. Il y a une autre forme aussi qui a été développée par Sciences Citoyennes qui s'appelle Horizon Terre. C'est une espèce de pied de nez à Horizon Europe, c'est-à-dire construire un programme de recherche qui puisse répondre aux enjeux écologiques et climatiques et donc aux enjeux planétaires d'une certaine manière. Et ça a été fait en réunissant différentes personnes, différentes catégories sociales. Donc il y avait des chercheurs, bien sûr, il y avait des associations, la société civile, on pourrait appeler, il y avait des personnalités, il y avait des publics concernés. Et ces gens se sont réunis sur plusieurs week-ends, un peu à la manière des conventions de citoyens, pour se poser la question de quel besoin, de quel savoir on avait besoin. Ça a donné lieu à un document qui a été positionné sur une plateforme, Decidim, et mis à consultation auprès d'autres associations ou des personnes qui souhaitaient compléter ce document. Donc il existe des façons de redéfinir les savoirs dont on a besoin de façon beaucoup plus démocratique et de façon beaucoup plus pertinente, je dirais, par rapport aux besoins réels de nos sociétés. Oui, c'est repenser finalement une recherche qui est indexée non pas seulement sur l'offre, ce qui est le cas complètement aujourd'hui, mais en fait sur une forme de demande, et ce qui suppose une implication effectivement, on va dire, de la société civile en général. Alors, je me suis souvenu de ce que je vais dire, heureusement. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que on est dans des mondes aussi où, moi j'ai eu le sentiment en tout cas, mais c'est une expérience personnelle, je fais par ici, qu'on a l'impression qu'à un moment donné, alors je pense que cette illusion, elle s'estompe de plus en plus, que les chercheuses et les chercheurs allaient surnager dans un monde de plus en plus néolibéral, étaient finalement une population privilégiée, et je pense que cette croyance a été très très forte chez les personnes qui ont un peu pris les rênes de l'université, de l'ANR, ce genre de choses, en disant voilà, on est une sorte de... nous sommes l'excellence, hein, c'est quand même ça qui doit sortir, remonter, une sorte d'excellence darwinienne, avec des modèles d'ailleurs économiques au niveau européen qui encouragent ça, hein, au niveau très individuel d'ailleurs, je pense au projet ERC, où là on a vraiment sa petite entreprise, ce qui peut parfois provoquer d'ailleurs des blessures narcissiques sur certaines institutions. On connaît peut-être toutes et tous l'exemple de gens qui, sitôt qu'ils ont reçu leur 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions d'euros, ont quitté leur institution parce que celle-ci était plus assez prestigieuse pour eux. Hein. Donc il y a aussi des blessures narcissiques dans les deux sens, hein, qui sont tout à fait intéressantes à analyser. C'est bien d'en parler un petit peu quand même de ces réalités. Il y a un mercato des scientifiques. Voilà, il y a un mercato des scientifiques. Et je pense que de plus en plus, ils et elles se rendent compte qu'en fait, non, on peut être effectivement pas forcément un ouvrier en termes de rémunération, parce qu'il faut dire une chose, les scientifiques n'ont pas forcément des rémunérations qui sont celles les plus basses en France, pas non plus les rémunérations les plus hautes, mais par rapport à la rémunération médiane, ça reste quand même au-dessus, il faut aussi regarder ça. Par contre, on peut être cadre et prolétaire. On peut être cadre et pas du tout en charge de ses outils de production, pas du tout en charge des finalités de son travail. Et j'ai l'impression de plus en plus que les chercheuses et chercheurs se rendent compte que c'est un petit peu une prolétarisation accélérée qui est en train d'arriver, y compris dans des lieux où autrefois on pensait être les lieux protégés parce que les lieux de l'excellence, et qu'en fait c'est en train de se répandre. Alors moi j'ai quitté INRIA en 2017 volontairement. Il me semble que le PDG d'ailleurs, hein, c'est extraordinaire quand même, c'est un PDG chez INRIA, c'est un PDG au CNRS aussi, et d'ailleurs mon PDG chez INRIA, c'est votre PDG s'il y a des gens du CNRS aujourd'hui, et depuis quelque temps, un PDG darwinien. Oui, le PDG d'INRIA qui a été embauché ensuite, après ce mercato aussi des dirigeants, c'est un mercato des dirigeants, hein, qui prennent des institutions de plus en plus grosses en charge, et les raisons pour lesquelles ils les prennent en charge d'ailleurs sont tout à fait intéressantes, parce que c'est quand même des gens qui vont être, dont la mémoire auprès de la communauté scientifique, ça va être celle de gens qui ont complètement détruit l'institution scientifique. Donc pourquoi les gens acceptent de jouer ces rôles-là? Il faudrait quand même s'interroger là-dessus, sur la finalité, la récompense de tout ça. Mais même chez INRIA, donc, a été ensuite dirigé par un PDG qui avait monté des startups. Je crois que c'était sa principale
vocation. Antoine Petit était prof à l'ENS avant. Ce n'était pas le cas, je crois, du PDG actuel d'INRIA. En fait, ils se sont rendus compte que la start-upisation d'un lieu pourtant garant de l'excellence, ou qui se pensait lui-même protégé, était en fait en cours. Et même des gens qui pensaient finalement toujours surnager alors que les autres allaient complètement mourir, parce qu'eux méritaient de surnager parce qu'ils étaient excellents, sont rattrapés en fait par cette logique-là et voient bien qu'ils en sont exclus. Et on fait preuve, je dirais, moi, d'une naïveté presque criminel pendant des années en se disant le système fonctionne. Vous savez, il y a ce truc de ce personnage qui est dans une cabane qui est en train de prendre feu, c'est un mème bien connu, et il dit jusque-là ça va bien. Tout est en train de cramer autour de lui, lui il n'est pas en train de cramer, mais il se dit ça va bien. Moi, l'image que je prenais, c'était quelqu'un qui était accroché à un rondin de bois après un échouage de navire, et puis il se dit bon, le système, il a ses défauts, mais il fonctionne quand même, alors que 90% des gens sont en train de se noyer. On est en train de se rendre compte que les 10% qui pensaient être les garants de l'excellence, finalement, eux aussi vont être ratiboisés. Donc on va passer peut-être à juste le deuxième point avant de passer aux questions, c'était les usages. Finalement, le pour qui, le pourquoi on produit des connaissances, à qui sont destinées ces connaissances. Donc on parlait d'intérêt général. Et là, il y a effectivement beaucoup d'autres enjeux politiques sur l'usage des savoirs. Peut-être que tu peux parler de cette proposition que tu as faite sur le... Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, on a fait une proposition avec un chercheur d'INRIA Lyon qui s'appelle Éric Tanier, qui est une proposition sur laquelle on a travaillé avec un étudiant de la formation que je dirige, donc le Master of Science Strategy Design pour l'Anthropocène, qui s'appelle Maël Thomas, il y a 2 ans, et c'est une proposition qui s'appelle Usage Right, le droit à l'usage, et en fait qui est une licence, un outil juridique qu'on a imaginé pour aller un petit peu à rebours de la science ouverte et du caractère surtout un peu unanime de la science ouverte. La science ouverte, c'est formidable, parce que l'ouverture, c'est bien. Oui, mais c'est quelle ouverture, pour quelle finalité ? C'est un petit peu comme le logiciel libre. Le logiciel libre, c'est très bien, mais aujourd'hui, c'est Microsoft, Google, etc. qui l'utilisent. Et tous leurs produits, d'ailleurs, reposent aujourd'hui sur du logiciel libre. Donc, on peut se poser la question de savoir à quel point le logiciel libre ou l'ouverture en la matière est subversive. Et on s'est posé la question par rapport à la recherche ouverte, librement accessible. Et en fait, en se disant que c'était aussi dans elle était très, très soutenue par les institutions actuelles, ce qui doit déjà nous poser un certain nombre de questions. Voilà, nous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi tout d'un coup ils accompagnent ce mouvement très très vertueux, etc. Et qu'en fait elle est poussée parce qu'elle favorise tout simplement la réduction de friction en matière d'innovation, en matière aussi de partage de l'information scientifique avec des acteurs de l'économie, tout simplement. Et donc on s'est posé la question de savoir si on pouvait imaginer d'autres modèles où finalement, à l'instar des communs, vous savez, les communs, ils sont basés sur une forme d'ouverture et de fermeture. Un commun, il n'est pas ouvert à tous les vents. Un commun, c'est un commun parce qu'on accepte un certain nombre de règles d'usage du commun qui ont été déterminées démocratiquement, donc collégialement, mais ce sont des règles d'usage et des règles d'exclus. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un commun. Donc il y a des communs qui existent aujourd'hui, des licences qui ont été mises en place, par exemple par des acteurs, je n'ai plus le nom actuellement, mais qui ont fabriqué notamment des plateformes concurrentes à Deliveroo, etc., pour les gens qui font de la livraison de repas, des choses comme ça, mais sur un mode coopératif. Ils ont développé des logiciels, mais ils ont mis en place des contraintes qui font que les grandes plateformes ne peuvent pas réutiliser leurs logiciels pour soutenir leur modèle. Et donc les gens qui peuvent utiliser ces logiciels-là doivent répondre à un certain nombre de contraintes économiques, de valeurs, etc., assez précises. Ce qu'on appelle des licences à réciprocité, qui ne sont plus des licences libres. Pour cette raison, dans le monde du libre, on n'aime pas forcément les licences à réciprocité parce qu'il y a un enjeu de fermeture ou de garantir que certaines personnes peuvent l'utiliser, mais de rendre publiques les conditions en fonction desquelles on peut les utiliser. Évidemment, on peut imaginer des conditions problématiques. Il y a un gars comme ça qui avait fait un logiciel dans le monde des sciences, et puis le type s'était radicalisé à l'extrême droite au fur et à mesure parce qu'il était très très souvent en ligne. Il proposait un logiciel qui était très utilisé par la communauté, je ne sais plus quel logiciel, peu importe.
Et puis un jour, je ne sais plus il a dit, voilà, les institutions qui, grosso modo, soutiennent le grand remplacement, je ne veux pas qu'elles utilisent mon logiciel. Il avait vraiment vrillé très très fort. Mais du coup, comme c'était public, plus personne n'a utilisé son logiciel. Il a été complètement ostracisé par la communauté scientifique. Là, l'idée, c'est de reprendre... Il y a beaucoup d'exemples beaucoup plus positifs des licences à réciprocité, de reprendre ce principe-là et de dire il faudrait qu'on puisse permettre aux chercheurs et aux chercheuses de déclarer à quelles conditions ils et elles souhaitent qu'on utilise leurs travaux scientifiques et à quelles conditions ils et elles souhaitent qu'on n'utilise pas, qu'on ne puisse pas réutiliser leurs travaux scientifiques. Et donc ça permet de voir discipline par discipline, laboratoire par laboratoire, de faire finalement ce travail un peu de réflexivité en disant quelles sont les finalités de nos recherches. Et puis, ça a un second élément qui est intéressant, c'est que les travaux des chercheurs et des chercheuses appartiennent à la fois aux chercheurs et aux chercheuses et aux tutelles. Et donc, si on veut utiliser une licence comme celle-là, il faut négocier avec les tutelles, mais à l'inverse, les tutelles sont obligées de négocier avec les chercheurs et chercheuses. Ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre, et donc ça peut devenir un outil politique de négociation pour réinterroger les finalités de la recherche, en précisant d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'utilisation a priori de ce que disent les juristes d'une telle licence n'est pas exactement légale, mais l'utilisation de plein de licences que peut-être vous utilisez n'est pas légale non plus, puisque l'organisme qui fixe les licences qui sont utilisables aujourd'hui, c'est Etalab, qui fixe les licences utilisables en matière de données ouvertes, qui n'a rien à voir, cet organisme, avec le monde de la recherche, mais c'est cet organisme-là qui décide pour le monde de la recherche. Et là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de frottements. Si on en avait conscience, on verrait que voilà, ça susciterait beaucoup de controverses et de débats. Ça revient un petit peu d'ailleurs à l'exemple que citait l'introduction de cette table ronde de Joliot-Curie, qui voulait faire grève si on utilisait ces savoirs à des fins qu'il réprouvait. Donc ça remet d'une certaine manière, ça fait sortir aussi le chercheur de sa tour d'ivoire, parce qu'il voit d'une certaine manière, il est lié à l'usage des savoirs qu'il produit. Et donc, nécessairement, il va aussi questionner la nature des savoirs qu'il produit, leur inscription dans la société, etc. etc. Donc, c'est aussi une question de devoir. On ne va pas pouvoir continuer trop longtemps parce que il va falloir, ça va se terminer, et puis il y a les questions. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette licence. Je voulais juste le dire parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, parce que pour moi, les savoirs sont effectivement un commun, mais un commun qui ne se restreint pas à la communauté scientifique. Et que donc, d'une certaine manière, cette licence d'usage devrait être ouverte à tout le monde. Et que chacun devrait avoir un droit d'usage et puis un droit de regard, un droit de décision sur les savoirs qu'on produit. Il faudrait démocratiser finalement de fond en comble l'intégralité du système de production de connaissances. Je pense que c'est pas forcément une remarque qui va totalement à l'encontre. L'idée effectivement que les producteurs et productrices détermine finalement les usages des sciences, on peut la voir comme étant trop limitée, mais déjà c'est une manière de se considérer soi-même comme producteur et donc d'être dans cette perspective-là, de se réapproprier les enjeux, les outils de production, tout simplement, en termes marxistes classiques. Mais par contre, rien n'interdit aux producteurs, aux productrices aussi de reconnaître que justement leur production empiète sur la société, que ce n'est pas juste des conséquences de l'usage qui va être fait, mais qu'en fait leur production empiète, et d'intégrer justement à cette décision, à cette proposition d'usage qui peut être fait, des personnes de la société civile qui en fait vont être partie prenante, qu'elles le veuillent ou non, mais dans ce cas-là elles peuvent l'être plus en amont de ce qui va être produit dans les laboratoires. Ok, merci Alexandre. Et on passe vite aux questions. Ouais. Il y en a les personnes qui lèvent le plus vite la main. Alors il y en a beaucoup. On a en plus des spots dans la tête, donc on voit rien. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'avais une question. C'était comment nous, communs des mortels, donc non scientifiques, non élite, j'insiste sur le mot élite plutôt que excellence, parce que je pense que c'est très différent. Ouais. Nous, communs des mortels, on produit aussi de la connaissance, qu'elle soit culturelle, au niveau de l'histoire des communautés, etc. Et comment nous, on pourrait se réapproprier justement la production de connaissances face justement aux élites scientifiques, gouvernementales, de classe, etc. C'est flagrant, par exemple, dans l'histoire de l'art. C'est flagrant dans l'histoire de l'humanité, où, par exemple, les femmes ont été totalement invisibilisées par choix. Et du coup, voilà, j'estime que la production de connaissances ne doit pas être le précaré des scientifiques. Et du coup, voilà, je vais vous poser un peu la question. Moi, je suis d'accord. Et là, on pourrait rattacher ça, alors je réponds en premier, à un mouvement un peu de reclaim. C'est-à-dire, et aussi de réparation en même temps. Parce que dans reclaim, il y a revendiquer, mais il y a aussi réparer.
Et effectivement, avant les savoirs académiques, avant les savoirs scientifiques, avant la révolution scientifique du XVIIe, on va dire, les gens, ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient leur propre savoir. Et il y a toujours des savoirs expérientiels, profanes, etc., qui cohabitent, enfin, en tout cas qui sont en parallèle des savoirs qu'on dirait plus académiques, plus scientifiques. Mais ils n'ont pas, effectivement, la même autorité et dans l'espace public. Et ça, c'est un travail extrêmement compliqué parce que c'est un processus historique. Et la seule façon, c'est d'arriver à relier d'une certaine manière les différentes formes de savoir. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une compétition entre les différentes formes de savoir, mais qu'il faut nous-mêmes, y compris les scientifiques, savoir relier et s'ouvrir à d'autres formes de savoir, parce qu'on est en position dominante malheureusement, et que c'est à partir de là, je pense, que la reconquête de ces espaces cognitifs ou de ces espaces d'expérience vécue pourra se faire. Donc c'est de l'intérieur, je dirais moi, du monde académique qu'il faut travailler. C'est ce que propose d'ailleurs Sciences Citoyennes, en particulier avec des programmes de co-construction des connaissances. Donc il y a des projets qui sont portés par l'ADEME, CO3, que Sciences Citoyennes pilote. Il y a beaucoup de projets dans ce qu'on appelle de recherche participative, qui ne sont pas des sciences participatives, où c'est vraiment participatif pour le coup. Et voilà, c'est que dalle, mais c'est à partir de ces petites expériences-là qu'on va pouvoir reconstruire des choses quand l'institution zombie se sera effondrée. Alors, juste pour répondre à la question aussi, je ne sais pas si je parlerai moi d'élite, parce que je pense de l'intérieur de ce monde qui est quand même pas mal en déliquescence. Je ne sais pas si on peut, ça s'applique à l'ensemble des personnes de ce monde-là, mais on peut en discuter. Alors je suis tout à fait d'accord, hein, il y a d'autres formes de savoir qu'il faut évidemment intégrer et reconnaître, etc. Il y a un danger dont il faut néanmoins dans cette dynamique-là être conscient. C'est aussi tout ce qui va concerner justement le tiers secteur de la recherche, alors qui est sur le papier une initiative très intéressante, mais en même temps porté aussi par les institutions actuelles, et du coup on peut se demander pourquoi. Et en fait, le tiers secteur, c'est de dire qu'il y a des recherches effectivement qui se font hors du milieu strictement académique. Et il me semble que bientôt, ou ultimement, des acteurs qui ne sont pas des acteurs du monde académique pourront être financés comme des laboratoires du monde académique. Sauf que cette dynamique, on pourrait se dire ah ben c'est super parce qu'on étend la recherche à d'autres acteurs et donc c'est formidable, à d'autres savoirs, etc. Sauf que la logique qu'il peut y avoir derrière ça, c'est évidemment de jouer un secteur contre un autre et de dire mais regardez, ces gens qui sont dans des associations, qui sont en bénévole, arrivent à décrocher des projets de recherche, il n'y a pas besoin de fonctionnaires derrière pour faire fonctionner tout ça, tourner toute cette machine-là, du coup on a encore moins besoin de vous. Donc évidemment qu'il y a une tentation à jouer l'un contre l'autre aujourd'hui, vu l'état des et la volonté aussi du voilà, des rapports de force qui existent. Or, il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Il n'y aura pas de... Si demain le tiers secteur, avec cette instrumentalisation-là, affaiblit le secteur plus classique du monde académique, il ne va pas en sortir gagnant non plus. Donc la question, c'est comment est-ce que les deux sont en interface, mais finalement doivent mener une lutte commune, et non pas l'un qui se fait reconnaître au détriment de l'autre, parce qu'in fine, il faut un écosystème où les deux trouvent leur place. Or, aujourd'hui, il y a une tentation de jouer évidemment l'un contre l'autre. Donc voilà, il faut être aussi attentif à ces dynamiques-là. Je trouve que ce qu'il aurait fallu peut-être en préliminaire de cette discussion, c'est définir ce que vous appelez recherche et ce que vous appelez le chercheur. Et j'ai entendu des choses comme finalité de la recherche, qui pour moi est un oxymore. La production de la connaissance fait appel à une catégorie de chercheurs, enfin de recherche, qu'on a appelée recherche fondamentale ou recherche de base, qui est celle qui a pour seule démarche la connaissance, la recherche cognitive. Je crois que c'est Einstein qui disait il n'y a pas la recherche fondamentale, la recherche appliquée, il y a la recherche et les applications de la recherche. Or, vous, dans votre dialogue, vous avez un petit peu confondu les deux choses. Et j'ai une question, je trouve, à mon goût, j'ai une question, c'est de dire l'idée de science et citoyen est intéressante, surtout dans le contexte
dans lequel on vit aujourd'hui avec les enjeux, mais je me pose la question comment le citoyen peut avoir une seule idée de ce qu'on pourrait faire des usages d'une connaissance qu'on n'a pas encore. Le chercheur lui-même ne peut pas préfigurer, celui qui fait de la recherche cognitive, ne peut pas préfigurer des usages qu'on aura de ce qu'il va apporter comme connaissance, vu qu'il ne sait même pas quelle connaissance il va vraiment apporter, puisque la découverte est quelque chose toujours d'inattendu, en fait. Ouais. Et donc, comment... C'est vraiment une question que je me pose. Comment le citoyen, je suis d'accord qu'il faut qu'il soit participatif à cette démarche-là, mais quels sont ces outils pour dire telle recherche est socialement acceptable parce qu'on en a les moyens, on n'a plus les moyens de faire toutes les recherches comme on faisait avant, il y a des enjeux terribles qui se posent au monde aujourd'hui, et quelle recherche est acceptable et quelle recherche n'est plus, sachant que même le chercheur lui-même ne sait pas quels seront les usages des connaissances qu'il va apporter. Je vais répondre rapidement à la première question et peut-être un peu plus longuement à la deuxième. Les catégories de recherche fondamentale et appliquée, de travail de connaissance. Alors c'est vrai qu'on a très globalisé parce qu'on a dit la science alors qu'il y a les sciences et que chacune a des pratiques, des ethos, des modes de financement, si on veut rentrer dans les détails, qui sont extrêmement différents. Et donc chaque chercheur ou chaque discipline est très différente. Un anthropologue, c'est pas la même chose qu'un biotechnologue. Voilà. Donc et il se pose pas les mêmes questions dans son rapport à la société et aux politiques, c'est clair. Mais cependant, le fait de croire qu'il y ait une frange de la population de chercheurs qui soit dans ce nuage magnifique où on ne produirait que du savoir complètement indépendamment de toute autre relation au monde, ça n'existe pas, pour moi en tout cas. Ça n'existe plus. Ça a peut-être existé, mais j'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'existe plus concrètement dans la pratique de tous les jours. Il y a personne qui se lève le matin et dit « je vais produire du savoir ». Voilà. Je crois que ça, c'est important. Le deuxième point, ça s'appelle la honte prométhéenne. Le fait de ne pas savoir les conséquences ultimes d'une action ou d'un discours ou d'une technologie que l'on développe, ça s'appelle la honte prométhéenne et ça a été expliqué par Gunther Anders à la suite des deux explosions nucléaires à Nagasaki et Hiroshima, où finalement personne n'imaginait. Hein, c'est un peu, on a aujourd'hui créé que ça soit des sciences et des technologies dont on ne maîtrise plus les conséquences. Donc ce sont du coup des outils hétéronomes qui n'ont plus un usage ou une finalité, mais qui quelque part vont développer leur propre usage et leur propre finalité, indépendamment de ce que l'agir humain ou la volonté humaine aurait pu même imaginer. Ça dépasse nos imaginations. Et ça, c'est une question métaphysique, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, est-ce que ça vaut le coup, véritablement, de se lancer dans une aventure où on produit des choses dont on sait qu'on ne les maîtrise pas et qu'elles peuvent produire non seulement des catastrophes comme on les vit aujourd'hui, mais des choses inimaginables pour l'entendement humain. Donc ça, c'est une question qu'on peut poser effectivement aux scientifiques, qui peut aussi retrouver une forme de contrainte dans leur autonomie, c'est-à-dire de réalité, de prise au réel. Dans quelle mesure on veut que les savoirs et les connaissances que l'on produit, on en ait toujours une maîtrise. Voilà. Et c'est une question fondamentalement métaphysique et sur laquelle il n'y a pas de réponse. Juste en écho à ce qui a été dit sur effectivement la figure du chercheur qui serait un chercheur fondamental, etc. De plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de personnes parlent de techniciens et de techniciennes de la recherche. C'est une expression aussi qui ressort de plus en plus. Donc cet idéal qui est mentionné, si on ne l'a pas mis en avant, c'est peut-être pas un hasard. Je pense que c'est le fruit aussi de notre expérience dans le monde de la recherche qui veut que cet idéal-là soit n'a jamais existé, soit n'existe plus, mais en tout cas n'est pas celui qui est mis en avant. Vous avez parlé de la figure de l'inattendu, la découverte inattendue. Mais précisément, ce n'est pas du tout ce qui est encouragé. Ce qui est encouragé, c'est la découverte attendue. Et d'ailleurs, ce qui témoigne de ça, c'est le mode, encore une fois, je reviens à des questions très concrètes autour de l'outil de production, c'est le mode de financement. Pour se faire financer aujourd'hui, il faut écrire un projet. Et le projet, vous l'écrivez avant de l'avoir conduit.
Donc vous ne pouvez pas parler de la découverte inattendue, puisque vous allez être évalué sur ce que vous pouvez dire d'un projet avant même de l'avoir réalisé. Et ça veut dire que vous êtes aussi obligé justement de limiter l'inattendu en disant voilà ce qu'on attend, et c'est parce qu'on attend ça précisément qu'on attend un financement et qu'on va recevoir un financement derrière. Donc la part aussi accordée à l'inattendu, elle est à peu près absente. Ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, c'est de se rendre compte que le monde de la recherche, le monde de l'art contemporain en particulier, est lui aussi très très dominé par le financement par projet. Il faut écrire un projet, et donc au lieu que l'art ce soit aussi une partie d'inattendu, d'improviser, de ceci, de cela, il faut décrire ce qu'on va faire très très précisément pour obtenir un financement, ce qui pose évidemment énormément de questions, et ce qui donne d'ailleurs la part belle aux gens qui soit savent écrire des projets, ne sont pas forcément ipso facto les meilleurs chercheurs, les meilleures chercheuses, ou alors font appel à des professionnels du management qui écrivent des projets, ce qui se fait de plus en plus par ailleurs, au niveau européen notamment. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un système qui finance des projets qui sont écrits par autre chose que par des chercheurs et des chercheuses. Là, c'est une sorte de prolétarisation au niveau même de l'expression langagière qui permet de faire ça. Et juste sur la difficulté aussi de ces appels à projets, dans certaines disciplines, évidemment, c'est rédhibitoire de plus avoir des crédits propres. Je pense notamment à une chercheuse qui, sur France Culture, avait demandé à Antoine Petit, à l'occasion d'une invitation, en disant mais nous on aimerait étudier les gilets jaunes, mais si on attend l'appel de l'ANR pour étudier les gilets jaunes, le phénomène aura disparu et on ne pourra pas l'étudier. Antoine Petit a dit vous avez raison, mais vous savez, il est toujours possible de venir toquer à ma porte pour faire une demande. Donc la réponse d'Antoine Petit a été géniale parce que c'était de dire effectivement le système au niveau institutionnel ne permet pas de conduire ce type de recherche, ne permet pas de les faire financer à temps. Par contre, vous avez toujours comme recours le fait du prince. Deux autres questions rapidement. Désolé, mais après on pourra discuter dehors, sous la pluie. Ça serait pour une remarque qui va peut-être s'ouvrir vers une question. Vous avez parlé un moment des logiciels libres qui sont très utilisés par les géants de l'informatique, mais je pense qu'il y a quand même une différence que la communauté du libre essaie de faire, justement, entre les logiciels libres et les logiciels open source. Et donc derrière le libre, il y a en effet aussi une dimension politique, et donc de permettre aux usagers de s'emparer de ces logiciels, et donc une certaine protection et donc un certain verrouillage. Après, c'est difficile de faire marcher ça, hein. Et derrière, les géants contournent avec l'open source en disant l'open source c'est génial, il y a l'open source partout. Bref. Et du coup, je pense que ça s'ouvre un peu vers cette question de, oui, en effet, la connaissance. Enfin, on n'a pas résolu, je pense, le débat entre est-ce qu'il faut l'ouvrir au maximum ou est-ce qu'il faut au contraire contrôler un peu son accessibilité. Et en fait, les deux, je pense, apportent des avantages, des inconvénients. C'est vrai que si vous avez des connaissances dans la nature, vous n'allez jamais pouvoir empêcher des acteurs potentiellement malfaisants de s'en emparer. Et même si vous avez des licences, etc., ça peut être difficile. Et puis, si on contrôle l'accessibilité des connaissances, là, il y a plein de problèmes qui sont peut-être un peu plus évidents. Mais voilà, je ne sais pas si vous aviez une manière de concilier un peu ça, ou est-ce que forcément c'est... Moi, je pense qu'il y a une façon très simple. En fait, ça dépend de la question qu'on pose. Ça dépend du besoin de connaissance. Et il n'y a pas de règle magique suivant les disciplines ou qui vaudrait pour toutes les disciplines, les types de connaissances, de savoir dont on a besoin. Ça va dépendre essentiellement des questions que l'on pose. Et pour moi, le point d'entrée, c'est qui est concerné. Qui est pris à partie d'une certaine manière par les savoirs, la situation, la question qui est posée, un peu la façon dont Stengers pourrait imaginer justement une éthique des sciences. Je crois que c'est important d'ouvrir dans ce sens-là. Il ne faut pas ouvrir à tout le monde, mais il faut que les gens, qui est pas un tiers secteur, mais des tiers concernés d'une certaine manière par les questions scientifiques qui sont posées. Oui, sur la question, deux points effectivement. Alors j'entends tout à fait que mon propos peut être un peu choquant pour des libristes. J'ai entendu se manifester et c'est tout à fait normal. Ça traduit, je pense, une tension en fait dans ces milieux-là entre le libre et le commun. Tout simplement, c'est pas la même chose. Très très clairement, le libre et le commun, c'est pas la même chose. Et alors, pour moi, c'est pas scandaleux d'ailleurs de nourrir des communs et pas uniquement des éléments de libre, mais c'est sûr on s'engage dans une autre logique que la logique du libre, y compris pas de l'open source, mais
du free software, de ce genre de choses, et que ça peut donner lieu à des conflits entre gens qui jusqu'ici étaient sur les mêmes positions et qui maintenant interrogent justement ce concept d'ouverture. Et en l'interrogeant, parfois, on sort assez vite du libre, en fait. Si on n'est pas dans la position très forte du libre, mais qu'on ajoute un petit peu des conditions, on en sort. Et du coup, effectivement, ça peut engendrer des frottements. Mais je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Il y a Lionel Morel, notamment, qui est un spécialiste des communs, dans les associations dans lesquelles il est de libristes. Il a justement ces discussions autour de rapports entre libre et commun. Et juste sur l'enjeu qui peut être intéressant par rapport à la licence dont on a parlé, c'est aussi le fait de verbaliser en fait les demandes, les propositions des chercheurs et des chercheuses et de personnes qui pourraient être associées, des concernés, comme tu le mentionnais, pour dire voilà à quelles conditions on est d'accord pour que nos recherches soient mobilisées, par quels acteurs. Et ça permet aussi d'engager une discussion, de produire un corpus de réflexion à l'échelle des équipes, à l'échelle des disciplines, etc., qui peut animer quand même, je pense, la communauté scientifique et la faire aller sur des terrains où elle ne va vraiment pas naturellement. Juste une dernière question hyper rapide, avant de se faire virer. Ou une tomate, ça peut être... Bonsoir. Alors moi, je suis une jeune chercheuse en écologie et je voulais revenir sur les producteurs de données, de connaissances. De mon expérience en université, je me suis rendu compte que les chercheurs titulaires, finalement, se retrouvaient à être, comme vous l'avez dit, des gestionnaires de projets, des managers, des chercheurs de financement. Et finalement, ce ne sont plus eux qui vont vraiment produire les données, mais plutôt les doctorants, les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études. Et donc, je me demandais si c'était vraiment typique à mon domaine. Et si vous, en tant que chercheur, est-ce que individuellement, vous arrivez toujours à produire de la connaissance ? Très bonne question. On est obligé de se situer nous-mêmes d'une certaine manière. Quand tu as présenté le monde de la recherche, la production de connaissances et la prolétarisation des chercheurs, tu as oublié les précaires. Et d'ailleurs, dans le monde de la recherche, en particulier juste avant le Covid, il y avait un très grand mouvement des précaires de l'ESR qui était pas loin d'aboutir à quelques succès. Plusieurs personnes avaient été matraquées en sang, donc on n'était pas loin de réussir. Et donc c'est quelque chose qui est aussi un impensé du monde de la recherche, c'est qu'il exploite toute une catégorie de personnes auxquelles il ne promet aucun avenir et sur lesquelles il fait jouer en plus une forme de chantage affectif ou professionnel de la pire espèce. Parce qu'il faut se soumettre si on veut être embauché. Et donc d'une certaine manière, c'est aussi, je dirais... une des raisons pour laquelle ce système va s'effondrer à un moment. Aux États-Unis, là où j'ai fait mon postdoc, ce lumpenprolétariat, c'était des Chinois. Et mon responsable, à la fin de l'année de financement du postdoc, disait à ces postdocs chinois ça va être compliqué, juste 2-3 mois avant, ça va être compliqué de renouveler ton contrat. Et donc les mecs bossaient comme des fous. Parce qu'ils les avaient menacés de les renvoyer en Chine, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'était normal. Et en plus, tu n'es pas pareil si tu es chinois ou français quand tu es en postdoc. Tu vois, c'est des trucs hallucinants. Et c'est la même chose qui se passe plus ou moins de façon rampante en France. Mais comme on est tous une communauté soudée, qu'on est tous chercheurs ou scientifiques, et qu'on défend notre communauté, on refuse de voir ça. Et dans ce contexte-là, juste pour finir, les pires employeurs, c'est les chercheurs. Et donc moi, je n'ai plus de thésard depuis très longtemps. J'ai eu un postdoc, mais dans des conditions, récemment un postdoc, mais dans des conditions beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus le plus clean possible par rapport justement à son futur et à sa carrière professionnelle. Alors effectivement, souvent, je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'entends des gens blaguer. Moi, j'ai blagué aussi en disant le moment où on a fait de la recherche, c'était pendant la thèse. Et puis après, ça s'arrête assez vite. Donc, il y a un sens à dire effectivement que celles et ceux qui font vraiment de la recherche, c'est pendant la thèse. C'est vrai que si on veut parler des précaires, il faut parler aussi du monde de l'enseignement, dont on a moins parlé aujourd'hui, parce que c'est aussi la grande masse de celles et ceux qui interviennent dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais sur le volet enseignement, il y a aussi une coupure entre ceux qui sont uniquement chercheurs et chercheuses et ceux qui sont enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, qui n'est pas forcément le statut le plus valorisé. Moi, je me souviens d'une réponse à un ANR où l'ANR avait dit « mais
le responsable ou la responsable du projet, c'est un maître de conf, pourquoi vous avez fait ça ? Elle ou il ne pourra pas assumer la direction du projet. Sous-entendu, il faut que ce soit un chercheur à temps plein, et donc voilà, c'est un sous-chercheur qui n'a pas le temps finalement de se consacrer à ces questions. Et puis c'est un petit peu comme dans les entreprises finalement, hein. Vous savez, les gens qui sont ingénieurs, il y en a qui bifurquent très vite vers des postes de manager. Donc en France, nos meilleurs ingénieurs de l'IX, de Centrale, etc. sont formés pour occuper des postes de manager. Pourquoi ? Il faudra qu'on se pose la question un jour, mais c'est une question intéressante. Mais en recherche, c'est pareil. Si on reste chercheur, on sait que la carrière ne va pas décoller autant que si on accepte de prendre des responsabilités. Mais prendre des responsabilités, ça veut dire aussi participer à tous ces éléments négatifs dont on a parlé jusqu'à présent, et qu'on devient effectivement manager de recherche, directeur de recherche, etc., etc. Donc oui, la question très clairement se pose. Après, il y a d'autres espaces. Moi, dans mon cas personnel, c'est le fait d'avoir œuvré avec des collègues qui avaient créé une association de recherche, donc dans le tiers secteur que je mentionnais tout à l'heure, dont je mentionnais aussi les risques tout à l'heure, qui a permis de recréer du collectif et de réancrer des propositions, des programmes de recherche, mais avec le fait paradoxalement aujourd'hui, en étant dans une école de management, d'être beaucoup plus libre d'une certaine manière, même s'il y a aussi des problèmes internes, parce que j'ai pas à répondre à des appels à projets, et que ça c'était absolument épuisant et déprimant. Mais bon, ce qu'il y a de cool dans les utopiales, c'est que vous pouvez nous retrouver n'importe où, au bar, au café, et on pourra continuer à discuter de ça. Ou nous jeter des parpaings. Ou... Voilà. Merci. Merci à vous.